Et cette crise énergétique, on vient de le voir, est notamment au menu d'un sommet de l'Union européenne. C'est à Bruxelles ce vendredi. Les 27 poursuivent donc leur sommet, deuxième et dernier jour de réunion. La flambée des prix de l'énergie est bien sûr au cœur des discussions, mais aussi un bras de fer avec Viktor Orban, une fois de plus, sur un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. On en parle avec Mélina Huette, notre chroniqueuse et grand reporter ici à France 24. Bonjour Mélina. Bonjour Antoine. Mélina, quelles pistes les dirigeants européens ont-ils donc évoquées pour éviter que la facture énergétique des Européens ne s'envole? Oui, on l'a vu avec le sujet de Serine Bay. Là, il y a urgence, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Reuters, les prix du gaz en Europe ont bondi d'environ 60% depuis début mars. C'est une hausse évidemment brutale et qui ravive le spectre de la crise énergétique de 2022. Souvenez-vous, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Côté pétrole, intensification également du conflit qui fait bondir le prix du baril au-dessus des $100 cette semaine. Alors ça fluctue, mais en tout cas, on est sur une hausse la plus marquée depuis 2022, là encore. Pourquoi cette flambée? On l'a rappelé évidemment sur cette antenne très largement, le trafic presque totalement paralysé au détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement stratégique qui voit passer environ 20 millions de barils par jour. Et là, vous le voyez sur ces images, c'est l'Iran qui a notamment ciblé, donc ça c'est le détroit d'Ormuz, et sur les images que vous voyez juste un peu avant, c'est l'Iran qui a ciblé des infrastructures gazières, une attaque iranienne qui a visé hier le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde. C'était à Ras Laffan au Qatar. Et donc, face à cette situation, les 27 tentent de s'organiser. Je dis bien tentent parce que c'est extrêmement compliqué. Ursula von der Leyen a écrit une lettre aux dirigeants dans laquelle elle a évoqué plusieurs leviers. Premièrement, la réduction des taxes nationales sur l'énergie. Deuxièmement, une meilleure utilisation des réseaux. Et enfin, une action sur le coût du carbone via le marché européen ETS. Il faut rappeler ce que c'est. C'est le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. Sauf que quand on parle de ces solutions-là, déjà pour le moment, ce sont des pistes, rien n'est acté. Puis surtout, on est sur des pistes d'urgence. Or, il y a la voix de la Finlande qui mérite d'être soulignée dans ce contexte-là. Pourquoi je parle de la Finlande? Parce qu'en fait, c'est un exemple qui fait figure de leçon pour le reste de l'Europe. Hier, Petteri Orpo, le Premier ministre finlandais, a tenu à souligner à Bruxelles que son pays a traversé cette tempête énergétique dans des conditions qui sont bien plus favorables que celles de ses voisins. Il faut dire que la Finlande, là, vous le voyez sur ces images, la Finlande, elle s'est dotée au fil des années d'un mix énergétique qui est remarquablement autonome. En 2023, sa production d'énergie primaire était déjà décarbonée à près de 98%, avec 57% d'énergie renouvelable. Quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de biomasse, d'hydraulique, d'éolien, et puis 40% de nucléaire. Donc ça ravive aussi tous les débats autour du nucléaire. Quant aux fossiles russes, eh bien Helsinki y avait mis fin dès 2022. C'était dans le cadre d'une stratégie de rupture qui était assumée avec Moscou, encore une fois dans le cadre de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et puis aujourd'hui, c'est un modèle que beaucoup d'Européens regardent avec une sorte d'envie, en tout cas une pointe de regret peut-être de ne pas avoir emprunté cette route un peu plus tôt. Alors voilà donc pour la crise énergétique. Autre dossier sur la table des Européens ce vendredi, Mélina, pour ce deuxième et dernier jour de sommet. C'est ce prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Les Européens ont-ils une chance de convaincre Viktor Orban, encore lui, de débloquer ce fameux prêt pour l'Ukraine? La réponse est non. Très clairement, c'est une déconvenue sévère. En dépit des pressions, les dirigeants européens ne sont pas parvenus à faire fléchir Viktor Orban. Lui, il est resté inflexible sur cette question du prêt de 90 milliards d'euros. On va rappeler ce que c'est globalement que ce prêt. Il avait donné son accord en décembre dernier. Finalement, il a été voté par le Parlement le 11 février dernier. J'étais en Ukraine à ce moment-là pour évoquer ce prêt justement avec les Ukrainiens et à quel point il était fondamental dans ce contexte de guerre. C'est 60 milliards d'euros pour la défense et puis 30 milliards tout simplement pour faire fonctionner l'économie, les besoins au quotidien, l'administration, etc., payer les gens. Viktor Orban oblige finalement ses partenaires à renvoyer le dossier à une prochaine réunion. En fait, le dirigeant hongrois, il a même mis en scène son arrivée hier à Bruxelles en utilisant la crise d'Ormuz dont on parlait en introduction comme levier de pression, en déclarant à la presse, je le cite, « La position de la Hongrie est très simple. Nous aiderons l'Ukraine quand nous aurons notre pétrole qu'il bloque. » Et là, on revient sur l'oléoduc de Druzhba qui a été frappé en fait par les Russes et dont Viktor Orban accuse les Ukrainiens de faire traîner la réfection. La raison de fond, maintenant, il faut en parler, elle est électorale puisque il est fragilisé, Viktor Orban, dans les sondages. Il y a des élections le 12 avril prochain, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Et Orban, il n'a de cesse d'accuser et l'Ukraine et Bruxelles
hors de laquelle il se place, comme si Bruxelles était un ennemi un petit peu lointain. Il les accuse de vouloir entraîner la Hongrie dans la guerre. Il cumule les campagnes de diffamation contre Zelensky. Il y a des panneaux d'affichage qui représentent le président ukrainien de façon injurieuse un peu partout dans le pays. On va quand même noter que les 27 États membres, hier, à l'exception de la Hongrie et de la Slovaquie, ont réaffirmé dans un communiqué commun leur volonté d'aller de l'avant. Il reste une question néanmoins qui est une question ouverte, Antoine. Est-ce que l'Europe peut avancer sans Budapest? Ça, c'est extrêmement compliqué. Ce sera le défi des prochaines semaines. En tout cas, c'est reporté sine die, bien sûr. Merci beaucoup, Mélina, pour vos explications. Mélina, notre chroniqueuse et grand reporter ici à France 24.